nos autres invités. Sophie Charles, maire de Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane, présidente de la communauté de communes de l'Ouest guyanais, aussi double casquette. Vous avez fini l'installation d'une microfolie, voilà, c'est bien, ça va nous plonger dans un autre univers, les œuvres d'art et l'informatique. On en parlera et vous nous direz en quoi ça vient compléter une offre existante. Frédéric Latu, ici, bonjour, vous êtes directrice des rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis. Votre structure est adhérente du SYNDEAC, donc le syndicat des structures culturelles. Donc c'est intéressant de le mentionner. Et vous prenez le dialogue entre acteurs culturels et maires. Et puis Bertrand Munin, on attend bien évidemment vos interventions. Vous avez été pas mal sollicité en tant que représentant de l'État. Vous êtes sous-directeur de la participation à la vie culturelle au ministère de la Culture. Ce qui est intéressant aussi de mentionner, c'est que vous avez pas mal aussi traîné vos guêtres, si je peux me permettre, en DRAC. Donc vous aurez aussi la vision régionale et la vision du territoire. Et on parlera avec vous des outils d'accompagnement disponibles et de ceux que les uns et les autres réclament. Sur le parcours d'un projet, j'aimerais bien passer la parole à Sophie Charles pour recomprendre un petit peu d'où partent les initiatives. C'est pas toujours très clair. Donc vous avez équipé votre lieu culturel qui est l'ancien camp de la transportation. Alors je trouve ça quand même important de le mentionner. Je crois même que c'est inscrit au patrimoine. Vous nous redirez, mais en tout cas, ce sont les anciens prisons, les anciens bagnes qui ont été transformés et beau symbole en lieu culturel. Comment vous avez trouvé les financements et comment s'est déroulé le portage du projet de la microfolie en l'occurrence ? Alors, je vais faire, bonjour à tous, je vais faire une intervention en disant, quand on parle du bagne généralement en Guyane, on dit c'est le bagne de Cayenne. Je rappellerai en fait que tous les bagnards arrivaient à Saint-Laurent-du-Maroni au camp de la transportation et ils étaient répartis ensuite dans les différents camps, donc l'île du Salut. Ça, c'est une histoire aussi qu'il faut savoir. Et donc, le camp de la transportation est bien un bâtiment qui existe à Saint-Laurent-du-Maroni. Ce bâtiment qui était en friche, en décrépitude et un patrimoine classé, bien sûr, au monument historique. Nous avons récupéré, la commune l'a récupéré en 1985. Et à partir de ce moment-là, nous avons décidé de se faire de ce lieu de prison, d'enfermement, un lieu de rencontre, de parole, de liberté, d'ouverture vers le monde. De prendre le contre-pied. De prendre le contre-pied. Et c'est une histoire qui fait qu'on a réhabilité l'ensemble des bâtiments, donc avec l'aide, bien sûr, de la DRAC. Je rappelle que sur les monuments, on a une aide de 50 à 70%, ça dépend. Du montant des travaux ? Du montant des travaux. Sur l'investissement. Ce qui nous a permis d'installer après dans ces bâtiments, alors nous avons installé différents types d'activités culturelles. Nous avons un théâtre, une scène conventionnée avec une association qui le porte, c'est l'association KSNCO et le théâtre Coco-Lampou. Nous avons aussi un polymage. Un polymage, un festival international de documentaires. Exactement, le FIFAC, qui a lieu à la fois, c'est le Festival international du film documentaire Amazonie-Caraïbes, qui existe dans le Pacifique comme le FIFO et dans l'océan Indien aujourd'hui. Et ensuite, nous avons aussi un festival des arts de la Seine, que sont les tréteaux du Maroni. Et nous avons un centre d'interprétation d'architecture du patrimoine. Et le dernier né, il restait une case vide. Et nous avons décidé à ce moment-là d'y mettre ce que nous n'avons pas, parce que nous n'avons pas de musée, mais qu'un musée numérique, c'était quelque chose d'intéressant et qui aurait pu permettre l'accès à tous les jeunes et à tout le monde de ces 100 partenariats avec les musées, parce que c'est ça. On a un certain nombre d'œuvres qui sont disponibles. C'est vous qui les choisissez ? Alors, pas forcément. On a une partie que nous choisissons et une partie que nous demandons. Et en fait, qu'on nous impose. Et c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet d'avoir un panel extrêmement intéressant, y compris des œuvres de l'Amazonie, de la Caraïbe aussi. Mais on a des œuvres du Louvre, on a le musée Guggenheim, on a un peu tout. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est ouvert à tous, mais aux classes, aux jeunes. Et en fait, quand on a mis en place ces dispositifs, on a aussi des ateliers. Et comment ça se finance, une microfolie ? Alors, une microfolie, ça nous a coûté en investissement 200 000 euros avec tout. Enfin, le bâtiment était rénové. Donc, c'est la partie intérieure hors bâtiment. Hors bâtiment, donc c'est-à-dire vraiment la sonorisation, les écrans, les fauteuils, les tablettes, etc. 200 000 euros. Nous avons eu l'aide
de l'ANCT sur ce dispositif, du ministère de la Culture et du CNES, parce qu'en Guyane, il y a un dispositif qui s'appelle la mission CNES, qui aide sur tout ce qui est du numérique. Et donc, nous avons eu un financement aussi là-dessus. Mais il faut savoir que ce qui est important surtout, c'est que nous sommes, nous, en politique de la ville, comme beaucoup d'ailleurs, et 88% de la ville est en politique de la ville. Ce qui veut dire que nous bénéficions aussi des fonds politiques de la ville pour permettre aux jeunes qui sont dans les quartiers pendant les vacances sur les activités périscolaires de faire un certain nombre d'activités qui se retrouvent dans ces activités. Et puis nous avons voulu, en plus de la microfolie, nous avions une école de musique, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de musique, qui était dans le centre-ville. Eh bien, nous l'avons mis dans un quartier politique de la ville avec des interventions dans les quartiers. Ce que je voudrais juste rajouter, on parle beaucoup de musique, etc. On oublie le patrimoine culturel local. Et ce sont les associations locales qui font vivre ce patrimoine culturel. Fait partie, et la connaissance de ce patrimoine fait partie d'une politique d'éducation artistique et culturelle et se finance aussi sur d'autres dispositifs. Vous m'avez dit, nous, on a utilisé le cœur de ville pour financer notre rénovation de patrimoine. Donc c'est intéressant. Par exemple, le cœur de ville, c'est pour la médiathèque. Sur la médiathèque, on a un financement Action Cœur de Ville, puisqu'on est dans le dispositif Action Cœur de Ville. La grande difficulté pour les maires, et je pense que je ne suis pas la seule, c'est de pouvoir identifier dans tous les dispositifs ce qu'on arrive à prendre pour chaque projet. Ça, c'est compliqué. Alors, merci de le dire aussi clairement, parce qu'en fait, c'est ça. C'est comment, pour chaque projet, je bâtis mon modèle d'investissement mixte et multiple. Je me tourne, merci. Vous avez parlé pour les maires. Je vais donner la parole aux structures culturelles maintenant. Frédéric, là-dessus, comment vous, finalement, vous êtes en lien avec l'EAC, comment vous vous financez, puisque, en fait, vous êtes j'allais dire une structure qui est quand même assez grande, parce que cette ETP, c'est pas rien. Vous avez énormément d'activités, des festivals, un festival international de création contemporaine qui est reconnu dans le monde entier, des actions plus locales, ça c'est vos actions événementielles, pérennes, mais vous avez aussi 25 à peu près actions d'EAC sur la danse, le geste, le mouvement. Et ce que je voudrais savoir, c'est comment vous financez en fait vos structures, vos actions, quand vous repérez une envie de faire de l'EAC quelque part, comment ça fonctionne ? Vaste sujet. Alors, par rapport aux rencontres chorégraphiques, effectivement, notre ambition, c'est de partager la danse le plus largement possible, principalement en Seine-Saint-Denis, mais aussi en Île-de-France, au niveau national et international. Notre point d'entrée est la diffusion de spectacles à travers 3 festivals chaque année, donc qui est plutôt montrer des spectacles, partager avec le public. Mais c'est un peu la face immergée de l'iceberg, parce que toute l'action qu'on mène pendant l'année, elle est en lien avec l'éducation artistique et culturelle. Pour nous, on articule vraiment la programmation avec ces projets de territoire qui peuvent être ponctuels ou au long cours sur 1 ou 2 ou 3 années. On est en lien avec le champ scolaire, sanitaire, social. Et notre rôle, c'est vraiment d'être facilitateur. On a parlé d'aller vers, on a parlé d'être en lien avec les équipements de proximité. Nous, on fait vraiment ce travail-là pour permettre à chacun et chacune qui ont envie de porter ces projets de trouver un interlocuteur pour faire ressources et faire le lien entre les artistes, les structures, on va dire, établissements scolaires, les centres sociaux, les maisons de quartier, et puis les financements possibles. Donc voilà, on essaie de co-construire, on fait un peu du sur-mesure à chaque fois. Ce que vous m'avez dit, ce qui est compliqué, c'est que vous êtes obligé d'inventer constamment. C'est un petit peu ce que disait finalement Madame le maire. Vous êtes obligé d'inventer quasiment constamment, au projet près, une nouvelle façon de faire des financements, sans savoir s'il va être pérenne d'un projet à l'autre. Donc, tout à fait. Par exemple, sur un des derniers projets qu'on a monté, c'est un festival pour l'enfance et la jeunesse. Parce que, comme on l'a dit précédemment, effectivement, il y a un enjeu fort à la fois pour permettre aux jeunes d'avoir des espaces de visibilité, d'expression, de prendre confiance, de vivre des expériences individuelles et collectives. Mais c'est aussi des enjeux forts par rapport à la parentalité et qu'est-ce qu'on peut vivre en famille, surtout sur nos territoires. Voilà. Donc on travaille en proximité. Et ce festival, il est à la fois évidemment des spectacles au sein des écoles, au sein des théâtres et dans plein de lieux différents. Et il est conçu grâce à différents types de dispositifs. C'est-à-dire qu'on croise évidemment les enjeux artistiques, pédagogiques, territoriaux, culturels. On croise les expertises des différents acteurs autour de la table, mais on croise aussi les financements. Et par exemple, pour ce festival, on émarge à peu près à une dizaine d'appels à projets différents. Donc ça veut dire que c'est
qui se retrouvent dans la programmation. Qui se retrouvent dans la programmation parce qu'on va faire des résidences dans les écoles, parce qu'on va faire des échanges interculturels avec les conservatoires, parce qu'on mène un projet en collège, au lycée. Et donc chaque action demande un appel à projet spécifique, ce qui demande effectivement une expertise et une connaissance fine des dispositifs. Ça permet de faire les choses, mais ça crée quand même un manque de visibilité, une précarité vis-à-vis de la pérennité de l'action. Donc c'est un petit peu Et de la motivation des uns et des autres. On disait, Oui. c'est aussi facile de... si ça ne marche pas une année, si tout le monde a passé du temps à monter les dossiers, l'instit ou le centre social... on sait à quel point c'est difficile de monter les projets. Et effectivement, quand ça ne marche pas, ça crée de la déception qui parfois décourage pour d'autres actions à mener. Bon, Monsieur Munin, je vous passe la parole dans des circonstances qui vont, j'espère, pas vous mettre sur la défensive, mais justement, c'est intéressant de revoir tout ce que fait le ministère pour accompagner les collectivités dans le cadre de leur politique culturelle et tous les acteurs et dispositifs qui sont en lien, et avec votre œil DRAC aussi. Donc, ça va être... donc, qu'est-ce que vous avez envie de dire là sur tout ce que vous entendez depuis ce matin ? Mais j'ai bien fait de venir. J'ai bien fait de venir parce que déjà je suis rassuré sur le principe même de la rencontre. Hein. Dans l'attente d'un nouveau souffle, je crois que le souffle il est là. Il exprime plein de difficultés, plein de problèmes, mais cette volonté partagée, elle est là. Pour moi, c'est important. Ça fait partie de la charte d'éducation artistique et culturelle. C'est le 7e principe. Pour l'égal accès de tous, ça repose sur un engagement mutuel de plusieurs partenaires. Donc il y a plusieurs partenaires, et quand il y a plusieurs partenaires, la relation est compliquée, ça c'est sûr, en tout cas complexe. Ça c'est bien naturel. Je reviens juste sur peut-être 3 dispositifs qui ont été évoqués. Alors, les conservatoires, ça c'est un peu mon sparadrap du capitaine Haddock, parce que je le retrouve dans plusieurs fonctions depuis des années. Il y a eu une année où l'État s'est retiré, hein, en 2015. Il y est revenu en 2016. Aujourd'hui, c'est à peu près 20 millions d'euros, hein, de la part de l'État sur les conservatoires. Même si, parfois, ces 20 millions d'euros, sur une collectivité, ça représente 1% du budget du conservatoire pour la collectivité. Donc, c'est très simple. Et tous les conservatoires ne sont pas aidés, ça c'est clair. Mais c'est quand même 20 millions d'euros, c'est-à-dire à peu près pareil que ce qu'il y avait avant, avec la possibilité d'aider maintenant des conservatoires à rayonnement communal, ce qui était pas après. Pour autant, je suis d'accord avec vous, il y a une remise à plat complète de la politique de l'État en faveur des conservatoires qui devrait être engagée avec vous, avec les collectivités, avec Conservateurs de France, parce que au-delà des enseignements académiques qui sont proposés, le rôle du conservatoire dans la vie culturelle de la commune, il est essentiel et il faut pouvoir le revoir. Madame Portelli réagit sur le conservatoire. Oui, en effet, les DRAC sont généreuses hein, quand il y a des beaux projets d'établissement. Quand il y a d'ailleurs la chance d'avoir des projets d'établissement, parce qu'on souffre aussi au niveau des recrutements des directeurs de conservatoires, ce qui est un vrai sujet, puisque ça fait partie des filières peu attractives et rendues peu attractives. Mais en revanche, quand on doit construire un conservatoire, et nous en manquons, si nous voulons aider les collègues, notamment dans des zones où il n'y a pas grand-chose, l'État ne finance plus les constructions. Non, tout à fait. D'ailleurs, ça fait des années qu'il ne finance plus. Il n'a jamais financé. C'est peut-être un sujet à mettre sur la table, parce que sur l'autre sujet qui était évoqué sur les médiathèques, la DGD, la dotation globale de décentralisation, qui sont des crédits du ministère de l'Intérieur que le ministère de la Culture répartit, hein, je crois que c'est de l'ordre pas loin de 80 millions par an. Ça, c'est une politique majeure de la France, qui a permis vraiment des constructions partout, parce que c'est pour les médiathèques, l'équipement culturel de proximité le plus fréquenté. C'est des taux de participation qui en moyenne sont plutôt à 50. Hein, vous avez peut-être été mal servi, mais c'est plutôt autour de ça. Et ça peut, moi, j'ai vu jusqu'à 80% sur des choses. Et on est en train de l'adapter, par exemple, pour les territoires d'outre-mer cette année, grâce au SIOM. Avec la DGD, on va pouvoir financer des postes de catégorie A, parce qu'on s'aperçoit que c'est sur ces territoires parfois ce qui manque. Donc voilà, c'est sûrement pas parfait, mais il y a des évolutions possibles, et sur les conservatoires, je pense qu'il y a des évolutions possibles. Et le troisième point ? Et le troisième point, c'était sur le pass culture qui a été évoqué. Alors, effectivement, on a la tutelle de la SAS. Je rappelle juste que le pass culture, c'est quelque chose de très jeune encore. Hein. La généralisation, c'est 2021 pour les plus de 18 ans. Donc ça fait 2 ans et demi. C'est 1 an et demi pour la part collective, et c'est depuis septembre à partir de la 6e. C'est aujourd'hui 260 millions d'euros supplémentaires pour l'État, éducation nationale et culture.
qui ne sont pas substitués à des crédits EAC, hein, ça n'a pas été du redéploiement, c'est des crédits nouveaux. Mais pour autant, ça ne peut pas répondre à tout et la part collective ne finance une offre, mais ne crée pas l'offre. Donc sur des territoires où elle n'est pas présente ou trop loin, on retombe sur la question des transports, on ne pourra pas la trouver. Mais tout ça, juste pour terminer, tout ça, j'entends tous ces dispositifs et cette obligation de se transformer en chasseur de primes, finalement, pour rentrer dans la capacité de trouver des financements. Hein. Je voudrais juste qu'on se redise une chose, c'est qu'en France, il n'y a pas un ministère des dispositifs culturels. Il y a un ministère de la culture. Et alors, la différence? Et alors, la fonction crée l'organe, mais l'organe est au service de la fonction. Donc, c'est ni démarche simplifiée, ni mes démarches en ligne, ni tout ça qui va simplifier les choses. À un moment, c'est la relation directe avec les services déconcentrés du ministère de la Culture, les DRAC, la DCJS en Guyane, les DAC ailleurs en Outre-mer, qui est de quel projet on a envie de construire ensemble, c'est quoi mon territoire, c'est quoi les besoins, c'est quoi la culture qui existe sur mon territoire, c'est pas forcément les collections du Louvre, c'est aussi les collections Amazonie Antilles par exemple qui sont en train de se construire, et à partir de ça, on rentre les choses dans un dispositif. Mais d'abord, c'est qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Voilà, du coup, vous pointez l'importance du diagnostic en guise de première étape. C'est vrai que dans toute politique publique, on a besoin de cohérence. Et c'est pas toujours, c'est complexe, c'est pas toujours facile. Avant qu'on passe la parole à la salle, peut-être un mot sur les chams et les chades aussi. On en voudrait plus. Là, ça vous concerne ou pas? Ah oui, je l'avais oublié, peut-être volontairement alors cette question. C'est une question délicate parce que c'est un dispositif de l'éducation nationale, mais qui repose sur les financements des collectivités. En fait. Hein, parce que le conservatoire, derrière, c'est la collectivité qui le finance. Pas que, mais... Si l'éducation nationale refuse... Elle n'est pas ouverte, effectivement, mais ça repose sur la relation avec l'éducation nationale. Et donc ça c'est vrai que on n'a pas de représentant de l'éducation nationale, donc on pourrait creuser, il faudrait creuser davantage d'ailleurs le sujet. L'heure tourne, laissez-moi passer la parole à quelqu'un que je ne vous ai pas encore présenté, qui est Jacques Serin, maire de Bas-de-Cavaguin et conseiller communautaire de communes des Coteaux Arras-Gimone dans le Gers. Et vous avez une commune de 90 habitants. Je trouve que c'est important que vous puissiez avoir la parole aujourd'hui parce que ça fait un peu la synthèse de tout ce qu'on a dit. Qu'est-ce que vous avez fait pour faire venir... donc, vous avez fait venir le théâtre du Capitole de Toulouse. Et qu'est-ce que ça a créé dans votre commune? Bonjour, moi je suis maire de Bas-de-Cavaguin, 90 habitants, et puis conseiller communautaire, vous venez de le dire. Mais je suis aussi impliqué dans une association qui s'appelle les Musicales des Coteaux de Gimone, qui dépend un peu des communes voisines. À peu près, on est 10 communes associées qui sont intéressées. Alors, on a un festival au mois de juillet et on a aussi d'autres concerts pendant une saison qui va du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. On avait parlé tout à l'heure de gratuité et voilà. En fait, vous avez fait un événement totalement gratuit. Cette année, on a présenté, c'est surtout de ça que je vais vous parler, on a présenté un spectacle très original. C'est l'opéra du Capitole de Toulouse qui est venu chez nous. Alors, ce concert, cet opéra, c'était un extrait du Barbier de Séville de Rossini qui a été présenté sur la place du village de Saramon. Alors, en amont, on a essayé d'intéresser les enfants. Et c'est pour ça qu'on en a parlé aux instituteurs qui ont formé un peu les enfants à cette représentation, qui les ont un petit peu briefés avant. Et puis on est intervenu aussi auprès des centres de loisirs, à travers la communauté, puisque c'est une compétence de la communauté de communes, à travers le coordonnateur des centres de loisirs, et on a rencontré tous les directeurs, ce qui fait qu'on avait quand même pas mal de monde. Alors on avait installé, parce que le Capitole s'est déplacé avec une remorque, et ils ont installé leur spectacle, un peu comme ils faisaient autrefois au début du temps de ces représentations, il y a un siècle ou deux, voilà.
Mais alors, puisqu'on est quand même sur la table ronde où on se dit comment ça fonctionne, comment je finance, à qui je m'adresse, là pour vous ça a été simple. Oui, l'association a ses ressources, elle a des recettes, elle reçoit des subventions et chaque année on propose dans nos spectacles 1 ou 2 spectacles gratuits. Donc on a pu budgéter un peu ça. Puis le théâtre du Capitole est venu gratuitement. Ça fait partie un peu de ses missions de s'ouvrir aux zones rurales. Voilà, parce qu'eux dépendent de la ville de Toulouse et de la métropole et ils viennent en zone rurale, ils font des représentations dans les écoles et des représentations tout public comme chez nous. Alors nous, on avait installé sur la place du village, on avait installé des tapis de judo pour les enfants et puis derrière, il y avait le public. Et finalement, on a été récompensé parce qu'il y a eu une bonne participation de plus de 300 personnes. Voilà. Alors nous, notre association, elle fonctionne surtout exclusivement, disons, avec des bénévoles. Voilà. Alors les bénévoles, on s'est occupé principalement de l'hébergement et de la restauration de l'équipe du Capitole. Voilà. Et je tiens à dire que l'association a participé, mais aussi la commune de Saramon s'est bien investie et eux se sont occupés de l'hébergement et nous de la restauration. Et ça a été un très bon moment de partage. Voilà. Merci beaucoup Jacques Serin pour ce témoignage. Avant que je vous passe la parole, on a encore le temps de 15 minutes d'échange, donc c'est bien, préparez votre question. Je fais réagir Frédéric là-dessus. Merci. Oui, par rapport à l'expérience des bénévoles, c'est formidable et c'est extrêmement fédérateur et rassembleur pour une expérience collective. J'attire quand même l'attention sur le fait que les métiers de la culture sont importants aussi pour pouvoir faire ces projets. On a besoin de ressources humaines dans les structures. Financées, effectivement, pas par les appels à projets, mais par le fonctionnement. En fait, on a énormément de demandes. On pourrait faire 2 fois plus d'actions artistiques et culturelles sur les territoires en lien avec vous. Mais ce qui nous manque le plus, c'est les personnes qui s'en occupent. Parce que ces projets-là, ils sont... c'est du lien, c'est de la personne, c'est de l'interconnaissance. C'est hyper chronophage. C'est très chronophage, c'est passionnant, c'est beaucoup d'énergie. Et donc, il nous faut des postes. Et c'est vrai qu'avec le Syndéac, on milite beaucoup pour ça parce que, le bénévolat, les artistes, les habitants et des professionnels. Alors, je fais allez-y. Oui, rapidement. Moi, je pense aussi qu'il faut être très vigilant au fait que l'éducation artistique et culturelle ne doit pas prendre le pas justement sur ces conventions avec les structures. Parce que c'est pas il suffit pas juste de payer à l'appel à projet, quoi. Vous l'avez dit, il y a besoin de permanents, il y a besoin de création aussi, et tous ces aspects-là, il faut pouvoir les financer, et donc qu'on ne mette pas tout sous l'aune de l'éducation artistique et culturelle, parce que je pense qu'on mettrait à mal toute la part de créativité, parce que la création, ce n'est pas uniquement, bien sûr, de travailler avec des enfants, avec des publics, c'est une partie indispensable. Mais voilà, il y a attention à ne pas appauvrir ce côté développement artistique intrinsèque. Ou faire une sorte d'éducation artistique appliquée. Voilà. Alors qu'on aurait besoin de revenir aussi à vraiment bien sûr, la recherche. Cet équilibre est indispensable. Merci pour ce point de vigilance. Je passe la parole à Madame pour une question et je regarde s'il y en a une autre prochaine. Alors c'est surtout pour une intervention. Claire Rose-Rodemelin, je suis la présidente du syndicat Les Forces Musicales, qui est le syndicat qui réunit les opéras et les orchestres au niveau français. Je suis par ailleurs et principalement directrice générale de l'Opéra National et de l'Orchestre National du Capitole. Donc c'est avec nous qu'on a porté ce projet. Quel message je voudrais passer ? On se réjouit d'entendre tous ces débats. Et effectivement, il y a, pour compléter votre intervention sur le territoire, tout un fourmillement de structures professionnelles structurées pour accompagner des projets d'éducation artistique et culturelle. Et quand on parle de pérennité de l'action, puisque ça a été soulevé, VS les dispositifs qui, il est vrai, sont à la fois chronophages, ne nous permettent pas de nous projeter dans la durée. La réponse qu'un réseau comme les opéras et les orchestres apportent avec la permanence de l'emploi artistique, c'est des artistes qui sont capables de déployer des projets, c'est des équipes qui sont capables d'aller sur les territoires. On peut avoir l'impression que ces institutions, elles sont cantonnées aux grandes villes, et en fait,
effectivement, on est en général positionné dans des grandes villes, mais pas seulement. C'est-à-dire que notre mission, c'est aussi systématiquement, dans des conventionnements, d'aller sur les territoires et du coup de considérer que avoir un opéra et un orchestre sur un territoire, c'est pas un atout pour la grande ville, c'est un atout pour l'ensemble des communes qui se situent dans un périmètre géographique accessible. Donc voilà, c'est le message que je voudrais passer, de ne pas hésiter. Évidemment, nous ne sommes pas les seuls, mais je parle pour les opéras et les orchestres, mais c'est valable pour beaucoup de structures culturelles sur les territoires. Oui, mais il ne suffit pas de dire, derrière vous, il faut que vous déployiez une politique volontariste pour le faire. Absolument, mais aujourd'hui, il y a plus de structures volontaristes que de structures en attente, puisque nous sommes nous-mêmes les premiers convaincus de tout ce qui a été dit depuis ce matin sur la table ronde. Une réaction, Madame Portelli ? Oui, rapidement, je suis entièrement d'accord, mais c'est vrai que moi j'ai la chance de présider un joli orchestre qui est l'Orchestre national d'Île-de-France, qui a une grande vocation citoyenne de déambulation. Ce qui est compliqué pour les orchestres, c'est que régulièrement nous sommes interrogés sur l'économie des orchestres. Et l'économie des orchestres, à moins de tuer les musiciens ou de faire une fanfare, il faut des gens et ça coûte cher. Donc en France, on n'a pas vraiment pris le pas de dire on fait vraiment le choix d'avoir des orchestres en région, et que forcément, ça ne peut qu'avoir un coût. Et on ne peut pas avoir de discours économique sur un orchestre puisqu'il s'agit en fait d'êtres humains. Si vous n'avez pas ces êtres humains, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas faire une symphonie, vous ne pouvez pas faire un Shostakovich avec 30 musiciens. Enfin, c'est pas possible. Donc, je pars sous votre contrôle, mais c'est vrai que régulièrement cette question de comment on fait pour l'économie des orchestres est presque une antithèse. Et là-dessus, ça mériterait peut-être aussi d'assumer un vrai choix de politique culturelle. Merci de me tendre la perche. Effectivement, ça veut dire considérer les grandes institutions non pas comme des lignes dans des budgets, mais des acteurs d'une politique publique partagée. Bien souvent, l'ensemble des parties prenantes sont autour de la table dans les conseils d'administration. Et donc, effectivement, nous sommes des structures qui doivent être partenaires et volontaristes systématiquement dans la construction d'une politique publique. Plus largement, l'éducation artistique et culturelle étant une priorité absolue, comme vous l'avez dit dès le début de la table ronde. Merci. Oui, je trouve que c'est très intéressant ce que vous venez de dire, ce que vous avez aussi dit sur les difficultés de financement, parce qu'on est parti par vos propos du fait que c'était indispensable finalement cet accès à la culture, que ça crée de la cohésion sociale, c'est indispensable pour l'éducation des enfants. Je vous ai dit en plus que c'était un droit qui est reconnu dans notre Constitution, dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Et qu'est-ce qu'on est en train de se dire? C'est que les problèmes de financement sont une variable d'ajustement du droit. Et moi, je dis que ce n'est pas possible. Il faut repartir du principe du droit, du quel est le droit et pourquoi il a été créé, ce droit, et là, du coup, de s'en donner les moyens. C'est souvent une variable d'ajustement de beaucoup de choses. Mais ça ne devrait pas sur le droit. Oui, monsieur. Est-ce qu'on a une dernière question ensuite? Il y a autre chose, ce que je voulais dire en plus, c'est que nous, on essaie quand même de faire participer de plus en plus des enfants à nos concerts, et c'est pour ça qu'on propose maintenant la gratuité. Mais pour les concerts qui sont payants, on propose la gratuité jusqu'à l'âge de 18 ans, et ensuite on va essayer, quand on a des musiciens, par exemple, quand on a les quatuors qui viennent pendant l'été, on les fait participer dans les centres de loisirs. C'est un côté éducatif. Et la troisième chose, on va essayer d'attirer les enfants aussi pour les répétitions juste avant les concerts. Voilà. On est très, très attentif parce que souvent dans la musique classique, c'est plutôt des personnes âgées qui viennent, mais on va essayer d'intéresser les enfants à nos concerts. Voilà. Monsieur Penaud, juste un mot de conclusion très court. Alors, c'est forcément très court parce que je vais le lire, c'est la seule chose que je vais lire. Et c'est un peu une réaction à votre question de tout à l'heure quand vous avez parlé d'évaluer un petit peu l'impact de tout ce qu'on discute depuis ce matin sur finalement l'avenir des enfants ou leur parcours. Et je vais vous lire un texto que j'ai écrit du coup pour ne pas avoir à ressortir mon téléphone, que j'ai reçu le lendemain d'un concert au mois d'avril dernier, concert Demos avec l'orchestre avancé, c'est-à-dire celui de la première cohorte, j'aime pas le mot, mais voilà, de très grande qualité, et un gamin avec des problèmes. Alors, ma collègue élue, qui est enseignante, m'écrit: un gamin avec des problèmes familiaux, un gosse pas simple, a fait un retour aux adultes après les concerts. Ouvrez les guillemets, c'est le gamin qui parle. Je suis trop fier de moi, ma vie a changé pour toujours. Je vous propose qu'on termine sur ces mots donnés à l'enfant. Merci à tous et bonne fin de congrès.